Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors quand on est dans le vide, c'est-à-dire en l'absence de charge électrique et de courant électrique, les équations se simplifient et les deux seules équations qui restent vraiment, c'est celles qui lient le champ électrique et le champ magnétique. Et elles ont des solutions simples qui sont des solutions ondulatoires. C'est-à-dire que le champ électrique et magnétique prend cette forme suivante. On a le champ électrique qui oscille, par exemple, on va dire ici verticalement, et le champ magnétique qui oscille horizontalement. Et l'ensemble forme des oscillations qui se propagent dans une certaine direction perpendiculaire au champ électrique et magnétique. Attention, dans cette représentation, on représente des ondulations, mais il ne s'agit pas d'un mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement. Le mouvement est uniquement dans le sens de propagation, et ceci, c'est l'intensité des champs électriques et magnétiques, et cette intensité qui varie périodiquement dans l'espace et dans le temps. On calcule aussi que la vitesse de propagation est de 300 000 km par seconde, la valeur C. C'est aussi d'ailleurs un immense succès de Maxwell. Après la publication de sa théorie, il montra l'existence de ces solutions. Et à l'époque, on soupçonnait que la lumière était un phénomène électrique et magnétique, électromagnétique, de par ses interactions avec des particules chargées et divers effets. On soupçonnait que c'était quelque chose de cette nature. Et c'est à cette époque qu'on mesura avec la plus grande précision. Jusque-là, la mesure était relativement peu précise. On mesurait avec précision la vitesse de la lumière et on montra qu'elle valait exactement 300 000 km par seconde, confirmant ainsi que la lumière n'était rien d'autre qu'une onde électromagnétique. On va l'annoncer à Maxwell, qui, je rappelle, était théoricien, pas expérimentateur, et on dit qu'il en fut très ému. On a donc des ondes, et alors la direction du champ électrique, ici verticale, est appelée par convention la direction de polarisation. On a donc des ondes électromagnétiques, toutes de même nature, champ électrique et magnétique qui oscillent, mais ce qui peut varier, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux bosses du champ électrique, par exemple. Et selon ces longueurs d'onde, la lumière interagit différemment avec la matière, lui donnant diverses propriétés. Ce qui permet de classer ce qu'on appelle le spectre du champ électromagnétique en fonction des longueurs d'onde. On va avoir ici, dans une certaine gamme de longueurs d'onde, la lumière visible, allant du violet au rouge, donc le spectre de l'arc-en-ciel. Ici, les infrarouges, ici, les ondes radio, ici, les ultraviolets, ici, les rayons X, et ici, les rayons gamma. Pour donner les ordres de grandeur, la longueur d'onde typique des ondes radio, c'est de l'ordre du millimètre jusqu'à plusieurs kilomètres, quelques kilomètres. L'efficacité pour capter les ondes radio, ce sont des antennes, où on a des électrons qui vont osciller dans l'antenne et vont être amplifiés par un dispositif. Ces antennes sont le plus efficaces quand elles ont une longueur qui est égale à une demi-longueur d'onde. Alors, pour des ondes radio, telles qu'on en a longtemps utilisées avec des antennes, rappelez-vous ces râteliers qu'il y avait sur les toits des maisons pour capter la radio ou la télévision, ces antennes sont le plus efficaces avec une demi-longueur d'onde. Donc on utilisait des longueurs d'onde de quelques mètres. Ainsi, avec une antenne de taille raisonnable, on avait une grande efficacité. Quand on s'écarte de cette valeur, les antennes deviennent beaucoup moins efficaces. Ainsi, avec de grands radiotélescopes, ces grandes antennes, on peut observer des longueurs d'onde assez grandes, mais si on dépasse des longueurs d'onde de quelques kilomètres, l'efficacité devient tellement faible qu'on n'arrive tout simplement plus à les détecter. Les infrarouges, typiquement,
sont dans les longueurs d'onde égales au micron, c'est-à-dire le millionième de mètre, ou un millième de millimètre, et les rayons X sont dans les nanomètres, c'est-à-dire les milliardièmes de mètres. Donc on voit que la gamme de longueur d'onde est extrêmement large. On dit que le spectre électromagnétique est très très large. Il est beaucoup plus large, par exemple, que les longueurs d'onde sonores, qui sont beaucoup plus restreintes. Alors, on peut définir une grandeur appelée potentiel électromagnétique. Celui-ci est composé d'un champ vectoriel, qu'on note typiquement A, et un champ scalaire U. Cette forme est beaucoup plus simple que le champ électromagnétique, qui est représenté par un tenseur, et les plus proches de la nature des ondes électromagnétiques. Pourquoi? Parce que le champ électromagnétique, comme on le voit avec le champ électrique et le champ magnétique, est de nature vectorielle. Et donc avoir un potentiel vectoriel est plus proche de la physique des ondes électromagnétiques. De plus, certaines expériences le montrent, comme une expérience appelée effet Bohm-Aharonov, qui montre que la grandeur physique pertinente dans le phénomène est le potentiel. De plus, il est vectoriel, mais combiné au champ scalaire, il forme un vecteur à 4 dimensions qui est une grandeur relativiste, qui est invariante relativiste. Donc, c'est aussi une grandeur appropriée du point de vue relativiste. Les champs magnétiques et électriques se déduisent directement de ces potentiels, et les deux équations qui relient champ électrique et champ magnétique sont automatiquement satisfaites. Donc, elles deviennent inutiles avec les potentiels, et il ne reste plus que deux, celle qui lie aux charges et aux courants, et bien sûr l'équation de Newton-Lorentz pour les forces agissant sur les charges. Malgré tout, bien que plus proche de la physique, il reste un certain arbitraire dans ce potentiel. C'est-à-dire que plusieurs potentiels différents peuvent donner les mêmes champs électriques et magnétiques. Donc il reste quelque chose d'arbitraire dedans, ce qu'on appelle un arbitraire de jauge. Le terme jauge a des origines historiques. Donc on rajoute habituellement une contrainte supplémentaire pour enlever cet arbitraire. C'est une contrainte qui permet de fixer la valeur des potentiels A et U. On appelle ça faire un choix de jauge. Il en existe tout plein. La jauge axiale, qui est très pratique pour la propagation de la lumière, ou la jauge de Coulomb, très connue, qui a l'avantage d'être simple. Et lorsqu'on est en présence de charges électriques statiques, immobiles, donc dans un référentiel bien déterminé, les équations se simplifient très fortement, ce qui rend beaucoup plus facile les calculs en électromagnétisme. L'inconvénient, c'est qu'elle viole le principe de relativité. Elle fait jouer un rôle particulier au référentiel où les charges sont statiques. Si on veut une théorie plus proche de la relativité, où le principe de relativité est respecté, on choisira plutôt la jauge de Lorentz. Celle-ci est explicitement relativiste. Plus exactement, elle donne une relation, donc une contrainte supplémentaire qui lie A et U, et cette expression est une expression manifestement relativiste. Elle est donc mieux adaptée aux théories relativistes, ce qui est souvent très important. Voilà pour les ondes électromagnétiques, le champ électromagnétique, qui va jouer un rôle important, comme je l'ai dit dans la suite. Et pour aller vers les particules, la prochaine étape est de passer à la théorie, au cadre théorique, à la physique qui décrit les particules, c'est-à-dire la mécanique quantique. Et ça, c'est ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.